Encore une fois, je suis content de recevoir mes invités dans la Cool Box au camping des chutes de Dolbeau-Mistassini. Je suis en présence d'un environnement botanique de choix, devant une chute magnifique qui pourrait être l'une des 7 merveilles du monde. Certains ne seront pas d'accord et voudront engager le duel. Est-ce qu'une rage de sang en résultera? Personne ne sait, sauf peut-être Amélia qui en a le secret. Si vous demandez où est-ce que je veux en venir, je vous invite à entrer. Aujourd'hui, nous recevons Simon Trottier, Steve Simard, avant de sortir à soirée de jeu pour aller voir Philippe Jonca. Mais avant, nous aurons la chance de parler avec Sarah Poirier. Une pléiade d'invités pour de la variété ludique, parce que vous regardez à chacun ses jeux. Bonjour, je m'appelle Sarah. J'adore les jeux de société, un peu toutes les sortes de jeux, mais particulièrement les jeux qui sont complexes, où il y a de la compétition. J'aime beaucoup jouer à deux, puis j'aime beaucoup gagner. Chronique une nouveauté. Hey, salut Sarah. Salut Sébastien. Ça va bien? Oui, toi? Oui, hey, botanique, c'est quoi ça? Botanique, c'est un beau petit jeu qu'on a découvert dernièrement que j'aime beaucoup parce que, tu vois, c'est pas un gros plateau de jeu. C'est simple. C'est un petit jeu qui s'amène partout puis qui est facile à jouer, qui est rapide aussi en temps, mais qui est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. OK. Dans le fond, ça joue à deux, donc on n'a pas le choix de jouer à deux. On doit faire un chemin de tuyau, si tu veux, à partir de notre tête, qui est notre départ. Puis on doit ajouter de la tuyauterie à notre machine. Il y en a qui ont 3 côtés, il y en a qui ont 2 côtés, il y en a qui n'en ont pas. Donc, dans le fond, le but du jeu, c'est de faire des points. On fait des points en ayant des fleurs sur notre machine. OK. Puis en ayant des trios, 3 cases ou plus de la même couleur à la suite. Donc, tu sais, on fait pas beaucoup de points. Des fois, c'est difficile. Donc, puis la manière d'aller chercher les cartes, c'est que chacun notre tour, on va jouer. Ça, c'est mon côté. Ici, c'est ton côté. Donc, mettons, moi, je commence, OK? Je prends cette tuile-là. Je dois la placer de mon côté vis-à-vis une tuile de la même couleur ou du même dessin. OK. Donc, je viens la mettre ici. Maintenant, ce serait à toi de jouer. Puis là, on remplace pas la tuile? Pas tout de suite. OK. Donc là, si j'ai... Fait que là, tu as le choix entre une de ces deux-là. Ça, si je... La face, ben là, c'est le hasard qui a fait, c'est que tu peux venir la mettre pour venir échanger une carte. OK. Parce que vert, présentement, ici, je ne pourrais pas la placer parce Mais que... tu as la même machine que celui-là. Tu me dis même machine ou même... Ouais. OK. Donc, je peux la... Puis là, y a-tu... Non, il n'y a pas vraiment de façon. Puis, donc, moi, ben là, je vais prendre la face. Là. C'est plate un peu au début d'avoir la face, mais la face, ça me permet de venir chercher n'importe quelle carte. Donc, je pourrais dire, je vais venir chercher une autre tuile ou je peux simplement la mettre ici. Moi, je reste noire, donc ma carte, elle reste là, mais toi, t'es plus bon, donc tu dois absolument prendre ta carte. Elle ne fit plus. Quand ça ne fit plus, tu es obligé de la prendre. Fait que là, je suis obligé de la mettre sur... Sur ton tuyau. Puis là, il faut qu'il fitte avec le tuyau qui est là, j'imagine? Ouais. Hein, je comprends vite, hein? Ben, t'es bon! Ben, merci. Puis après ça, bon, là, on en remet 3 autres tuiles. C'est toi qui vas être le premier joueur. Puis tu dois toujours continuer ton chemin. Donc, faut que quand je fais mon choix de tuiles, il faut que je réfléchisse en disant qu'il faut falloir que ça fitte. Oui, mais c'est ici que tu les mets d'abord. Oui. Puis après, tu peux venir... si tu sais pas où la mettre, ben, tu peux la mettre au centre, venir changer la couleur et ça t'oblige à venir prendre la carte qui devient disponible. Dès que tu n'es plus pareil, soit à la couleur ou au dessin. Fait que là, je pourrais la mettre ici, là, comme ça. Tu la mets ici puis c'est correct. Fait que dans ça, tu ne l'as pas. Là, tac, je mets ça à toi. Puis là, c'est débrouille-toi. Ben, regarde, moi, je vais le mettre ici. OK, parce que c'est le même truc. Puis moi, ben, j'ai le même truc que toi, ce qui fait que je peux le mettre là. Fait que là, pour l'instant, on ne bouge pas. Puis là, il n'y a pas de tuiles qui sortent. Il n'y a pas de tuiles qui se mettent. Donc, tu sais, celles-ci sont intéressantes parce que ça nous donne 4 chemins. Parce que tu peux pas, à un moment donné, mettre des chemins, disons, comme ça, là. Si tu as un tuyau, il doit se connecter à un autre tuyau. Oh oui. Fait que tu peux venir bloquer assez facilement, puis tu peux déjouer l'autre aussi. Puis là, ça continue jusqu'à ce qu'à un moment donné,
qu'on aille toutes jouer les tuiles. OK, quand il n'y a plus de tuiles. Oui. Ça joue assez rapidement. Puis, regarde, mettons que je voudrais venir te nuire, je dis, mettons, je viens mettre vert, bien là, toi, tu es obligé de prendre ça. Moi, je prends ça. Là, ça vient briser ta séquence parce que tu voulais mettre 3 verts. Tu sais, si tu n'as pas 3 couleurs en ligne, bien, ça fonctionne. Ah, là, toi, vu que c'est de la même couleur, t'es contente, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est un beau petit jeu simple. C'est pas si facile que ça d'ajouter les fleurs puis de mettre les Puis quand tu as les fleurs, là, c'est comme ça ici sur le ça vaut 1 point. Ça, c'est 3 points. OK, fait qu'à la fin, tu comptes tes fleurs puis celui qui en a le plus. Tes fleurs puis tes tuiles à la suite, au moins 3 à la suite de la même couleur. Puis c'est comme ça que... Fait que c'est un beau petit duel, sympathique, facile. Ça peut jouer aussi avec les enfants. Fait que j'aime bien... Tu peux te faire des coups de cochon aussi. Oui, puis... Joue avec, puis tu m'en reparleras, tu vas voir, il est plus complexe qu'il en a l'air. Je suis convaincu. Hey, merci, Sarah. De rien. Salut tout le monde, Simon Trottier, très content de revenir pour une autre saison. Écoute, je suis un passionné, un affamé de jeux de société. Il n'y en aura jamais assez pour que je les joue tous, puis ça m'angoisse, donc très content d'être là. Chronique nouveau classique. Salut Simon. Salut Sébastien. Ça va? Très bien. Oui, Seven Wonders Duel. Oui, un grand classique, je pense, qui est Seven Wonders dans les ludothèques québécoises et mondiales. Je pense que ça a été un des jeux les plus primés au monde. Seven Wonders Duel, c'est une version exclusivement pour 2 joueurs, parce que la version d'origine, là, comme d'autres jeux qu'on a présentés, sont plaisantes à 5, 6, 4 joueurs minimum. Celle-là est exclusivement pour 2 joueurs, puis c'est un jeu... un gros coup de cœur. Dans les jeux 2 joueurs, je suis pas sûr que j'en ai joué des meilleurs selon moi. Puis je trouve que le jeu est haletant tout le long. On n'a pas le temps de savoir que c'est jamais terminé en milieu de partie puis que ça donne plus rien de jouer ou tout ça. Jusqu'à la toute fin, on est en haleine dans Seven Wonders. Le but de Seven Wonders, c'est d'être celui à la toute fin qui a le plus de points de victoire. Il y a 5 types de cartes. Là. On peut les voir. Peut-être je peux vous les présenter au lieu de faire la structure. Là. On a les cartes rouges qui sont les cartes militaires. On a les cartes bleues qui sont des bâtiments qui, eux, donnent strictement des points de victoire. On a les cartes brunes et grises qui sont des ressources qui nous permettent de bâtir des bâtiments. Et on a les cartes jaunes qui sont des cartes de marché qui nous permettent d'avoir plus d'argent à la fin et de faire des transactions à meilleur prix. En gros, c'est ce qu'on a dans Seven Wonders. Donc, comment ça fonctionne le jeu? En fait, c'est qu'à chaque tour, il y a 3 choses qu'on peut faire. On peut prendre une carte et l'ajouter à notre cité. Oui. On peut construire une merveille, c'est-à-dire qu'on prend une carte mais on ne paye pas son coût. On paye le coût de la merveille et ça fait que notre merveille est construite. Ça, c'est la deuxième action qu'on peut faire. Et on peut aussi prendre une carte dans la structure, pas payer son coût, la défausser et faire 2 $. Puis prendre ça, défausser ou choisir les cartes qu'on prend pour notre merveille ou pour défausser, c'est intéressant parce que je vais essayer d'aller prendre des cartes que toi tu veux. Une carte que moi je veux pas que Sébastien obtienne cette carte-là, fait que tant qu'à défausser celle-là ou celle-là, je vais défausser celle qui a besoin que moi je peux pas me payer. Il y a un choix de quelle carte défausser, quelle carte prendre pour venir faire notre merveille. Ouais, parce que éventuellement on sait ce qu'on a besoin, l'autre a besoin. On voit et aussi surtout une carte qu'on aurait besoin dans notre cité, on veut pas venir la mettre en dessous de la merveille puis pas profiter de son effet. Okay? Donc, mais grosso modo, l'action qu'on fait le plus souvent, c'est sélectionner une carte et l'ajouter à notre cité. Comment ça fonctionne dans le jeu? C'est que justement, moi, quand je sélectionne une carte, je la prends. Là, celle-là serait gratuite. Il n'y a rien à payer, contrairement à celle-là, exemple, qui me coûterait 1 $. Donc, celle-là, je la prends et à partir de maintenant, je produis un argile. Parce qu'il y a des coûts, plus on va avancer dans la partie. Exemple, cette carte-là, pour l'acheter, ça va prendre 2 argiles et 1 béton. Là, moi, il manquerait 1 argile, 1 béton. Je produis juste 1 argile. On note que les cartes, on ne les dépense pas. Une fois qu'on les produit, ils sont là. Fait que si on produit 2 argiles, on achète une carte qui coûte 2 argiles, on ne jette pas nos 2 argiles. C'est juste que notre cité la produit. Et les ressources, il faut savoir qu'on va jouer pendant 3 âges. Ça, c'est l'âge 1. Ensuite, on va faire l'âge 2 et l'âge 3. Et à l'âge 3, des ressources, ça n'existe plus. C'est juste des trucs à acheter. Donc, en ressources, il faut s'équiper à l'âge 1 et une partie de l'âge 2. Parce que sinon, rendu à l'âge 3, c'est juste, tu es obligé de transiger pour tes ressources. Et ça, c'est possible de le faire. En tout temps, moi, ça coûte 2 $ à acheter une ressource qui est non disponible pour construire. Mais ça coûte 2 $ plus 1 $ par ressource que l'adversaire produit. Fait qu'exemple, toi, tu produis 2 argiles chez vous, puis moi, j'en produis pas. Mais l'argile me coûte 2 plus 1 plus 1, donc ça me coûte 4 $ parce que toi, tu produis beaucoup d'argile. Puis moi, je t'enrichis pas avec, par contre. Non, je te l'achète pas à toi, mais ça ajoute à l'argile. Donc, plus votre adversaire a des ressources, si vous n'avez pas, plus c'est coûteux en acheter, c'est bon de les produire soi-même. Donc, comme je dis, plus la partie avance, et quand on dévoile, exemple, quand ces deux-là sont pris, bien là, on va dévoiler
les cartes qui vont devenir disponibles pour le prochain joueur plus ça avance. Donc, des fois aussi, ça fait partie de « Ah, je voudrais prendre cette carte-là, mais je vais y dévoiler 2 cartes qui vont peut-être être intéressantes. Donc, je préfère jeter ou je préfère aller ailleurs dans la structure parce que c'est intéressant que ce soit à nous de jouer quand ça vient d'être dévoilé, si c'est des cartes intéressantes. » Les cartes jaunes, comme je disais, réduisent le marché. Exemple, quand tu achètes celle-là, tu peux acheter du béton pour 1$, peu importe combien l'autre en a. Fait que tout le long de la partie, au lieu de payer 2, 3, 4$ pour ton béton, les cartes marché te donnent des réductions. Et comme ça, dans le fond, le but, là, c'est qu'en premier âge, vraiment, on irait chercher des ressources matérielles. Le militaire fait qu'on s'avance vers l'adversaire. Si on atteint le bout, c'est une victoire par suprématie militaire. OK. Fait que la partie se finira peut-être pas. C'est important de ne pas être trop dépassé dans le militaire, parce que si l'autre nous atteint, bien là, on peut perdre la partie par suprématie militaire. Avec ceux qui ont des épées. Exactement. Puis plus ça va, à l'âge 2, il y a des 2 boucliers, des cartes à 3 boucliers, fait que ça peut avancer vite vers la fin aussi. Et ça, c'est l'argent que ton exemple, quand j'atteins ce niveau-là, ben là, je te fais perdre 2$ une fois. OK. Puis à la fin de la partie, s'il n'y a pas eu de suprématie militaire, le militaire vaut de l'argent, dépendamment de ton jeton est rendu où. Même chose pour le scientifique. Les cartes vertes valent un petit peu de points de victoire, mais ils donnent accès à des symboles. Il y a 7 symboles scientifiques dans le jeu. À chaque fois que tu en as un doublé, exemple, si j'allais chercher une autre roue comme ça, puis je l'ajoutais, j'ai un doublé de roue, ça te permet de venir chercher un petit jeton scientifique qui te donne des avantages au cours de la partie. On les expliquera pas toutes, mais tu sais, exemple, ce jeton-là ferait que ça me donne 6$, puis j'ai 4 points de victoire. À la fin, je le prendrai. Et la victoire scientifique est permise aussi, ça veut dire que si on va chercher 6 des 7 symboles scientifiques dans notre cité, la partie s'arrête et c'est une victoire par suprématie scientifique. Donc, il y a moyen que la partie ne se rende pas à la fin de l'âge 3 si le bouclier militaire atteint un ou l'autre des extrémités ou si un joueur réunit 6 des 7 symboles scientifiques de son côté. Et ben, c'est terminé. La partie s'arrête par suprématie. C'est ça qui fait que le scientifique, le militaire, c'est dur de gagner de cette façon-là. Par contre, si on voit qu'un adversaire y va puis on n'y va pas du tout, on peut pas vraiment prendre ce risque-là, parce que si on est trop débordé militairement, puis on n'y va pas du tout dans le vert, ben là, maintenant, tu n'as pas le choix de dire « OK, je vais en prendre un peu du vert, parce que là, il arrive proche de ce symbole-là, faut pas qu'il l'aille. » C'est pas ce que j'aurais joué, mais on joue beaucoup en fonction... Là, c'est d'où l'intérêt, probablement, de défausser... défausser des cartes, parce que les cartes jaunes aussi, quand on défausse une carte et on la jette, on prend 2$, plus 1$ par carte jaune dans notre cité. Okay. Les cartes de marché sont intéressantes, parce que si on a 3 cartes jaunes dans notre cité, à chaque fois qu'on défausse une carte, on fait 5$. L'argent est très important parce qu'elle nous permet d'acheter des ressources qu'on n'a pas. Et comme je dis, les ressources, là, au premier tour, c'est de se garrocher à l'âge 1 parce qu'à l'âge 3, les choses coûtent vraiment cher, genre 2 argiles, 2 bétons, et il n'y a plus de ressources disponibles à l'âge 3. T'sais. Donc, on avance vraiment vers une quête de la victoire. C'est possible de compter un peu ce que notre adversaire fait. Et la dernière chose, c'est les merveilles. Justement, les merveilles ont des avantages. Exemple, celle-là me donnerait 6$, elle fait que je rejoue immédiatement. Puis je gagne 3 points de victoire à la fin. Fait que construire ces merveilles, c'est des avantages indéniables, bien sûr. Et l'adversaire peut en construire plus que nous. Il y a 7 merveilles. On a 4 merveilles chacun, mais il va pouvoir ne s'en construire que 7, les 7 merveilles du monde. Donc, si toi, tu construis des 4 merveilles avant moi, je ne pourrais pas construire ma 4e au courant de la partie. Wow! Donc, c'est un peu la mécanique de base. Encore une fois, c'est à explorer, mais comme je dis, là, c'est quelque chose qui s'assimile assez rapidement. Tout est bien expliqué sur les cartes. C'est un duel haletant que je ne peux que conseiller à tout le monde qui sont gamers. Pour vrai, c'est un must, selon moi, dans une ludothèque. Merci beaucoup, Simon. Plaisir. C'est un super beau jeu. Chronique contemporain. Hey, bonjour, Steve. Bonjour, Sébastien. Ça va bien? Oui. Oui. Hey, c'est une belle carte, ça. Oui. On est dans quoi? Dans le monde des Vikings. OK. Oui. En fait, si tu connais un petit peu ta mythologie norvégienne, en fait... Sur le bout de mes doigts. Ben, on est au moment du Ragnarok, en fait, la fin du monde. On est dans un monde, c'est ça, qui est en destruction et il faut ramasser le plus de gloire possible. En fait, on incarne un clan. Moi, j'ai le clan de l'ours. Toi, tu as le clan des serpents. Il y a le clan du corbeau, puis il y a le clan aussi du loup. Et il existe une extension où il y a encore 2 autres clans. Et bref, qu'est-ce qui arrive, c'est que on a 5 actions possibles. Rapidement, soit qu'on place nos figurines sur le jeu. Nos figurines, qu'est-ce qu'on a? On a 8 guerriers, on a un chef, puis on a un dracard.
Les Dracors, on peut les placer dans les fjords. En fait, ils se trouvent à interagir avec deux zones. Deux zones. Sauf que les Dracors peuvent pas se déplacer. Il faut qu'ils soient détruits pour qu'on puisse les remettre. En fait, comment qu'on ramasse des points, tout ça? C'est ça, tout est mêlé dans tout. J'ai l'impression que peu importe ce que je vais parler, je vais manquer de... Ici, en fait, comme tu vois sur ton tableau, tu as le niveau de rage. Quand tu fais certaines actions, tu as un coût de rage qui va être attribué selon les cartes. Les cartes, tu as 3 types de cartes. Tu as des cartes de bataille qui sont en rouge. Tu as des cartes d'amélioration qui sont en noir. Et en fait, le chiffre qui est indiqué, c'est le coût qui va être à payer. Et tu as des monstres aussi qu'on peut invoquer. Par exemple, le troll qui va donner un bonus. C'est pour ça, finalement, j'ai une pastille que je peux mettre ici. Puis le mettre dans ma gang si jamais je fais cette amélioration-là de monstre pour l'avoir dans mon équipe. Bref, chaque fois que je fais quelque chose qui exige un coût, je le paye. Et lorsque j'ai plus de rage, je peux plus faire d'action. Mais je peux vont piller des ressources sur le jeu. Et c'est comme ça que je vais augmenter mes statistiques pour avoir, par exemple, plus de rage le tour suivant ou plus de points lorsque je gagne un combat ou plus de personnages que je peux mettre sur le plateau. Au début, on est éliminé par 4 joueurs, 4 personnages maximum, mais sinon, je peux rajouter selon le niveau qui est monté. Et comment je fais des points? Lorsque je rentre dans les sections supérieures de statistiques, j'ai par exemple soit 10 points supplémentaires à la fin ou 20 points. On peut faire des points aussi avec les cartes de quête. Donc, quand c'est à moi, soit que je mets, comme je dis, des personnages, soit que marche ou je les déplace d'une section à l'autre, soit que, je joue une carte, soit que je place une quête, ou soit que je fais un pillage. Lorsque je place une quête face cachée, là, on joue en fait 3 manches de jeu. Lorsqu'on arrive au bout, là, on fait nos actions. Lorsque tout le monde est à 0 action ou qui ont passé, ce qu'on fait, c'est qu'on défausse toutes nos cartes qui restent dans nos mains sauf une. Les cartes, je les ai distribuées au hasard, mais en fait, normalement, ce qui est suggéré, c'est de faire une draft. C'est-à-dire que on a 10 cartes en partant, j'en choisis une, t'en choisis une, puis on s'échange le paquet comme ça. Fait que ça permet de choisir un peu notre main. Et à la fin de la manche, c'est ça, on supprime notre main des cartes qu'on n'a pas utilisées, on en garde une, dans notre jeu. Et ensuite, on fait des points pour les quêtes. Et souvent, les quêtes, non seulement ils vont donner des points pour la fin, mais ils vont aussi nous donner un bonus d'amélioration qu'on va pouvoir monter. Comme tu vois, l'Yggdrasil qui est au centre, lorsqu'il y a une conquête, on gagne en fait toutes on monte de chacun des points de statistiques. Quand on fait un pillage aussi, c'est un appel aux armes. Comme tu vois, le langage est très militaire. On est vraiment dans un esprit de bataille constante. Alors, tous les autres joueurs qui sont sur des places, sur des cases adjacentes peuvent participer à la bataille. Donc, je décide de piller ça. T'es une case à côté. Tu peux décider, par exemple, de oui, je participe et là, tu viens. La force des pièces va varier. C'est-à-dire, les guerriers valent 1, le dracor vaut 2, le chef vaut 3. Et on peut avoir aussi, c'est ça, d'autres monstres. Par exemple, lorsque je place le troll, sa force, c'est qu'il supprime tous les guerriers adverses sans même qu'il y ait une bataille. Donc, il y a une tactique aussi selon les figures qu'on va placer. C'est qu'on est tout le temps adversaire. Oui, absolument. C'est un jeu, on se tape dessus, puis c'est la personne qui fait le plus de points de gloire. La partie intéressante, c'est que le Valhalla, c'est le paradis un peu des guerriers. Lorsqu'on meurt, on se ramasse là. Et en fait, c'est qu'il y a des cartes quêtes qui donnent des points de victoire pour celui qui atteint un certain nombre de figurines au Valhalla. Fait que ça peut être une tactique aussi que je participe à toutes les batailles du jeu, puis j'y perds toutes, puis vont charmer mes quêtes à la fin que c'est moi qui ai le plus de personnages au paradis des guerriers, puis finalement, je fais plein de points comme ça, puis je ramasse plein de points de statistiques. Parce que c'est glorieux de mourir au combat. En fait, le but, c'est de mourir au combat. C'est ça qu'il faut. Puis, encore plus si on ne meurt pendant qu'il y a une destruction de territoire. À la fin de chaque manche, il y a une section qui va être détruite, qui est déjà annoncée. Là, ici, ça va être le Utgard, je m'excuse pour mon norrois qui est un peu rouillé, qui est ici cette section-là qu'on affiche par cette tuile. À la fin de la manche, cette section-là est détruite. Puis si on a des personnages qui sont dessus, tant mieux, ça donne des points bonus. Ça donne 2 points par figurine détruite à la première manche, 3 points à la deuxième manche, 4 points à la quatrième manche. Fait qu'on comprend que ça peut être une tactique aussi de ramasser beaucoup de points en mettant nos personnages sur des cases qui vont être éventuellement détruite. C'est bien, ça. Puis là, tu parlais tantôt de 2-4 joueurs, même plus. Y a-tu un nombre magique ou est-ce que c'est
plus agréable ou ça vaut? C'est que le jeu va vraiment changer si on est 2 ou plus que 2. Okay. Parce que si on est plus que 2, en fait, étant donné que c'est un jeu un contre l'autre, c'est qu'il y a deux façons de voir la chose, OK? Soit que j'ai le plus de points en misant beaucoup sur l'amélioration, ou j'ai plus de points que toi en te détruisant le plus possible. Fait que ça fait un jeu beaucoup plus agressif quand on est 2. Si on est à 3, c'est parce qu'on peut pas miser sur autant d'agressivité les uns vers les autres, parce que je m'affaiblis en même temps. C'est-à-dire que les cartes que je joue là, dans une bataille, je les ai plus après. Là. Fait que là, il faut que je calcule quand même lesquels qui valent la peine d'être joués dans quel moment. Donc ça change pas mal la dynamique de jeu. Oui. Puis t'as des cartes aussi, tu sais, comme tu vois, cette carte-là combat, si vous perdez, volez une rage au vainqueur. Fait que tu sais, ça peut être avantageux. OK, je participe à une bataille que je sais que je vais perdre, mais c'est pas grave, je te prends une statistique de rage, fait que ça va faire que je vais pouvoir faire plus d'actions après, puis toi, tu vas en faire une de moins. Fait que t'as tout ce calcul-là qui rend la chose intéressante parce que c'est pas nécessairement en ayant les cartes les plus fortes que tu vas toujours gagner. C'est bien jouer son jeu puis tu peux avoir aussi la stratégie de je perds tout, mais si j'ai les cartes appropriées, je peux quand même gagner la partie. Si tu l'as approprié? D'après moi, une partie, ça peut bien aller. Mais c'est un jeu, je joue à tous les jours depuis 6 mois. Et je découvre encore des nouvelles stratégies. Donc, assez long à épuiser en termes de tactique, mais quand même assez accessible aussi. Fait que si je joue à tous les jours depuis 6 mois, ça doit être long à épuiser en termes de plaisir aussi, j'imagine? Oui. Hey, c'est super, ça. Merci beaucoup. C'est un super beau jeu. Yes. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Salut, Philippe Jonca, gérant pour Soirée de jeu. Moi, en fait, je tripe sur les jeux de société, mais secrètement, je fais juste travailler ici pour avoir plus d'amis pour jouer à Spirit Island. Chronique, les spécialités. Salut Philippe. Salut. Ça va bien? Oui, toi, ça va? Oui, merci. Et qu'est-ce que tu me présentes cette semaine? Oui, donc cette semaine, en fait, on présente le jeu Amelia's Secret. Ce qui est particulier de ce jeu-là, c'est vraiment pour les gens qui ont aimé les Unlock, Mystery House, Chronicles of Crime. On est exactement dans le même registre. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'on est beaucoup plus dans de la réalité augmentée. Réalité augmentée, ça veut dire que ça nous prend des applications? Oui. Exactement, ça vient avec une application. Le mieux, c'est de pouvoir la rouler soit sur un téléphone ou sur une tablette. C'est qu'on prend des petits cartons comme ça. Donc, par exemple, ça, c'est une porte. On aurait ensuite un livre. Ça nous dit où le mettre dans notre maison. Et notre maison devient une sorte de maison hantée. C'est un jeu qui est pensé pour jouer dans le noir. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ça? On prend notre téléphone, on scanne l'objet et ça nous montre qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Donc, c'est vraiment le jeu qui s'invite dans notre réalité. OK. Donc, tu te promènes un peu partout dans la maison, tu fermes les lumières, puis là, tu te mets à jouer. Là. Oui, exactement. Ouais. Puis là, tu te promènes, il y a des fantômes qui vont être là aussi. C'est un escape game qui se crée à l'intérieur de notre maison, carrément. Donc, on va devoir essayer de partager les informations pour pouvoir triompher des énigmes et savoir qu'est-ce qui se passait réellement dans le manoir Von Leeken, qui est comme l'endroit créé dans la réalité augmentée. OK. Puis ça, dans le fond, là... tu fais ça à plusieurs ou c'est... C'est sûr que c'est comme les Unlock. Donc, les Unlock, par expérience, c'est préférable de le faire de 2 à 3 personnes. Comme ça, tout le monde est capable de partager l'information, voir qu'est-ce qui se passe sur la tablette aussi. Dans ce cas-ci, il est vraiment pensé pour être plus immersif aussi. Donc, c'est pas le genre de jeu qu'on sortirait à 10 personnes. C'est vraiment pour du 2 à 3 personnes, assez intime pour qu'on puisse aussi se mettre dans l'ambiance horreur. OK. Puis la durée, à peu près, c'est-tu long? Donc, on parle d'un jeu à scénario. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'un jeu à scénario, une fois qu'on l'a fait une fois, on ne peut pas refaire les énigmes, on connaît déjà la solution. Le premier scénario dure à peu près 45 minutes. Le deuxième dure à peu près 1 heure. OK. Donc... Puis après ça, c'est fini, tu ne peux plus le jouer. Non, exactement. Dans notre cas, ce qu'on privilégie, en fait, c'est de conseiller aux gens de le louer. Okay. Donc, on parle d'à peu près 10 $ pour louer le jeu et ça permet que les gens peuvent y jouer. Ils n'ont pas besoin, après ça, de le faire dormir dans leur ludothèque. Ils peuvent nous le ramener. Ils ont joué, ils ont eu le plaisir sans avoir acheté le jeu full price non plus. C'est bien, ça. Puis, ça, c'est Amelia's Secret, mais ça se joue en français? Oui, le jeu se joue en français. Nous, on a la version française du jeu aussi. Donc, il n'y a aucun problème, il n'y aura pas de barrière de langue à l'intérieur. OK. Puis quand tu parles du français, c'est du français ou c'est du français?
Ah non, c'est du français. C'est principalement du textuel aussi. OK. Donc, il n'y aura pas énormément de voix qui vont faire sursauter les gens. C'est vraiment un jeu qui est pensé plus sur l'ambiance, le petit côté un peu malsain, mystérieux de la maison aussi, plutôt que de mettre vraiment des sursauts à gauche, à droite, là. Donc, on n'aura pas personne qui va nous créer de jeunes... comment il disait ça, là, dans... Des jumpscares. Non, mais dans Atmosphere, je sais pas si tu as joué. Ah oui! Il y a le baron sanglant qui nous insultait tout le long du jeu. Là. Non, c'est ça. Il n'y aura pas le maître des clés qui va faire que quelqu'un va devoir se changer de pantalon parce qu'il est sursauté. Là. Okay. On n'est pas dans ce genre d'horreur-là. On est vraiment plus dans du malsain puis du malaise plus qu'autre chose. OK. Ça, j'imagine, là, on parle d'escape game un peu. On parle de maison hantée, là. On fait ça avec nos ados, on fait ça avec en gang adulte. Le jeu recommande pour 10 ans et plus. Donc, okay. Ça peut être très bien pour des ados, ça peut être bien aussi pour un couple d'amis ou... C'est assez large, le public cible, au final. C'est juste que pour les petites âmes sensibles qui ont un peu peur, c'est moins ça. Pour les autres qui veulent avoir une frayeur, une belle expérience de jeu, on le conseille. Eux, ils vont triper. Là, tu me parlais tantôt, c'est d'une maison. Là, je veux dire, tu fais pas ça en camping dans ta tente. Là. Tu as besoin quand même d'espace pour te promener. Est-ce que je comprends? Bien, exactement. C'est qu'en fait, ce qui est préférable, c'est de pouvoir le faire dans une pièce. Okay. Donc, en camping, dépendamment dans une tente, c'est pas préférable, à moins qu'on le mette sur des arbres quelque part. Mais là, si vous entendez grogner, c'est peut-être l'ours. C'est pas dans le jeu. Là. C'est pas idéal pour le camping. Mais dans une pièce, par exemple, une cuisine, ça peut très bien se faire. OK, donc on n'a pas besoin de déménager dans la maison. Non, c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir un manoir chez soi non plus. Là. Non. Juste une cuisine, c'est bien en masse. C'est correct parce qu'un manoir, ça commence à augmenter le prix du jeu. Oui, ben c'est ça. Les frais de location des manoirs sont quand même assez élevés aussi. Je suis d'accord. Hey, je te remercie beaucoup. C'est vraiment... mais regarde, je veux qu'on voit ça un petit peu avant. Là, il y a différents jeux. Il y a différentes cartes. Dans le fond, les cartes, ils vont arriver, ils vont nous demander de les placer et de faire des choses avec, j'imagine. Tu parlais des scanner, donc... Sur l'appareil mobile, là... Oui, c'est qu'en fait, l'objet, comme on le voit, là, en ce moment, c'est une carte, mais quand on le scanne, ça devient un objet tangible. OK. Donc, la petite carte de chandelier qui est là, par exemple, elle devient un vrai chandelier dans le jeu. Il y a vraiment quelque chose à faire avec. Ou la boîte à bijoux, ben, c'est une vraie boîte à bijoux qu'on peut ouvrir dans le jeu à partir de l'application. OK, je vois. Puis ça marche, je vois là, sur le truc ici, là, ça marche sur Google Play ou Apple Store. Sur les deux, on le trouve? Oui, sur les deux, on le trouve. L'application se télécharge gratuitement. Il n'y a pas de limite de nombre d'utilisations. OK, parfait. Ben, super beau jeu, ça. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.